Souleymane Niang. Le verdict est donc tombé ce matin dans l'affaire de l'accident qui a coûté la vie à 2 enfants et à une 3e personne à Yoff la semaine dernière. Le chauffeur et le propriétaire du camion ont été condamnés à 6 mois ferme, plus la confiscation de leur permis de conduire. Ils doivent aussi payer une amende de 100 000 francs CFA. L'avocat des 2 prévenus reconnaît la culpabilité de ses clients et regrette cet accident. Maître Aboubakri Baro est joint par El Hadj Ndiogoudjen. Le tribunal a rendu une décision en déclarant les prisonniers coupables des faits pour lesquels ils étaient poursuivis. Le propriétaire, le fier Pape Diop, ainsi que le chauffeur Diogo Diop ont été tous condamnés à une peine de 6 mois ferme. Alors c'est le permis du fier Diogo Diop qui a été retiré pour une durée de 6 mois ferme, qui a été confisqué. Le tribunal leur a également infligé une amende de 100 000 francs à verser au Trésor public. Le procureur de la République a requis la peine ferme de 1 an. Pour ma part, j'ai plaidé la clémence en invoquant certaines circonstances. J'ai vraiment d'abord eu à regretter ce qui s'est passé en présentant toutes mes excuses aux familles éplorées. Et nous avons mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui aussi, il est important que les responsabilités soient situées à tous les niveaux, y compris au niveau de l'État aussi, qui doit prendre certaines dispositions, allant dans le sens, pourquoi pas, de retirer de la circulation des de plus de 30 ans, voire 40 ans. C'est tout à fait anormal qu'un camion puisse circuler comme ça sans pour autant qu'il soit mis aux arrêts. Et donc, bonjour les dégâts. C'est vraiment déplorable. Incontestablement établi que mes clients sont coupables d'avoir été négligents, d'avoir pas eu à faire toutes les visites techniques qu'il fallait faire. Et tout ça, il faut évoquer le Covid-19 qui a fait sursoir les visites techniques. Donc, il y a tout ça qui a été évoqué. Mais en tout cas, ils sont fautifs et je l'ai dit, je l'ai déploré. Et ce qui était important, c'est de présenter aussi les excuses. Et puis notre confrère, le quotidien Libération l'annonce à sa une ce matin dans l'affaire du braquage d'un magasin appartenant à un commerçant chinois. C'était samedi dernier au boulevard du Général de Gaulle, ex-allée du Centenaire. Les auteurs présumés auraient été arrêtés. Il s'agit d'une bande de 6 personnes et c'est un ancien policier radié qui serait à la tête du gang. D'ici la fin de ce journal, peut-être à coup sûr dans nos prochaines éditions, vous entendrez le dossier de Binta Diallo sur ces anciens hommes de tenue qui passent de l'autre côté de la loi. En tous les cas, entre la grande criminalité et la délinquance, surtout la délinquance juvénile, la frontière est parfois très poreuse. À Rufisque, par exemple, la drogue fait partie du quotidien de beaucoup de jeunes. Le constat a été fait par la coordonnatrice du Centre Conseil pour adolescents et jeunes de la ville. Elle appelle les parents donc à renforcer la surveillance et le contrôle de leurs enfants, particulièrement dans cette période d'arrêt des cours pour certains élèves en raison de l'épidémie de Covid-19. Abdou Diouf Diagne. La drogue, ces stupéfiants, est consommée à grande échelle à Rufisque par des enfants à moins de 10 ans. La coordonnatrice du Centre Conseil pour adolescents et jeunes tire ainsi la sonnette d'alarme. L'heure est grave, selon Yann Degaye. Actuellement, on a un sérieux problème concernant la drogue au niveau de Rufisque. Le plus jeune que j'ai vu au niveau de Rufisque a 9 ans. C'est un jeune garçon qui a été abandonné par ses parents. Actuellement, on est en train de voir comment faire pour essayer au niveau de la région qui est au niveau de l'hôpital Fann. Et ensuite, on va suivre ce jeune-là jusqu'à qu'on puisse l'insérer, pas au niveau des activités, mais qu'il aille à l'école. Ces enfants profitent de ce contexte de crise sanitaire pour se livrer à cette pratique illicite et dangereuse pour leur santé, d'où l'appel à la vigilance des parents. Que les parents veillent sur les enfants, surtout. Actuellement, on est en période de pandémie. C'est pas facile parce que cette pandémie a emporté toute la population. Les jeunes ne vont pas à l'école, les enfants sont dans les maisons. Il faut qu'on les surveille, il faut qu'on veille sur eux. Sinon, on risque d'avoir plusieurs jeunes dérapés au niveau du département. Ce n'est pas la première fois que des acteurs de la défense des droits des enfants montent au créneau pour dénoncer l'utilisation de la drogue chez les enfants à Rufisque. Le collectif des associations et structures d'appui aux enfants et adultes en difficulté avait d'ailleurs alerté l'opinion nationale lors d'un atelier de partage. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, partout. Tout le temps. Vous le savez, les commerçants du marché Sandaga ont jusqu'au 2 août prochain pour rejoindre le site des champs de course. C'est pour démarrer les opérations de déguerpissement du marché dès le surlendemain de la Tabaski. Alors, nous avons fait un tour sur le site de recasement.
Sachez que les travaux sont presque terminés, mais les commerçants trouvés sur place jugent enclavé le site de recasement et dénoncent l'étroitesse des cantines. Amadou Sabarba. Le vieux Maktar Gueye vient de s'inscrire sur les cantines de recasement. Il va occuper la cantine 200, mais la soixantaine n'est pas du tout content de son nouveau et futur lieu de travail. On n'a pas le choix, mais ici c'est pas un marché. Ils nous ont obligés à venir ici. Certes, il y a la sécurité, mais cela ne suffit pas. Le lieu est enclavé. Sandaga est mieux qu'ici. Adama Diop a déjà reçu ses clés. Il trouve ses cantines trop petites, mais dans l'impossible, nul n'est tenu, dit-il. Le travail est bien fait, mais on préfère les cantines de Sandaga. Là-bas, j'avais acheté une cantine à 11 millions de francs CFA. En échange de cette cantine trop petite, mais je n'y peux rien. Après avoir fait le tour des lieux, Pape Thiam affiche un grand sourire. Il est séduit par l'installation électrique des lieux. Le travail est bien fait. Les cantines sont spacieuses et l'installation est parfaite. Ce mardi, plus de 200 commerçants ont déjà retiré leurs clés de cantine. Les inscriptions se poursuivent. Des autorités trouvées sur place promettent le respect des délais de livraison. La Tabaski qui sera fêtée dans 2 jours. À Fatick, les prix des moutons sont jugés chers par les acheteurs, mais les éleveurs et autres revendeurs se défendent. Selon eux, les moutons se vendent selon leur qualité. Cependant, ce n'est pas le grand roche au Daral aménagé dans la commune pour les besoins de la Tabaski. Aminata Goudjabi. Ce n'est toujours pas la ruée vers le forail de circonstances aménagé dans la commune de Fatick. Cet acheteur qui défile entre les bêtes nous liste les prix qu'il a trouvés sur les lieux. Amna 200, amna 250, amna 180, qualité bobo godal. Chériad vient de s'en procurer un à 165 000 francs CFA, mais compte le revendre à un prix beaucoup plus élevé. 165. Ce mouton, je l'ai acheté à 165 000 francs CFA, mais je vais le revendre à 170, 175 ou encore plus. Cette année, les prix sont abordables. Moi, je pensais qu'il y aurait pénurie de moutons. Mais vous voyez, ce n'est pas le cas. Pourtant, beaucoup d'acheteurs se sont plaints de la cherté des moutons à Fatick, mais Gagnadoba, un éleveur, se défend. Nous sommes des bergers. Notre vie n'est pas facile. Nous passons la nuit à la belle étoile. Nous affrontons le danger tout le temps. Élever un mouton, ce n'est pas facile du tout. C'est pourquoi nous vendons ces moutons à ces prix-là. Nous n'avons même pas de bénéfice. Tout est cher maintenant. D'après lui, les bêtes se vendent selon leur qualité, mais il y en a pour toutes les bourses. Vous ne pouvez pas avoir 100 000 et venir marchander avec nous des moutons qui coûtent 450 000. Ça, c'est se créer des problèmes. Mais ici, il y a des moutons qui coûtent 80 000, 70 000 ou même 90 000. Je pense que les gens doivent acheter les moutons selon leurs moyens. Beaucoup d'éleveurs trouvés sur ce forail peinent encore à vendre leurs moutons, mais espèrent trouver beaucoup plus de clients d'ici à 2 mois. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. Rendons-nous maintenant à Ziguinchor où le marché de moutons est approvisionné à quelque 99% à 48 heures de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Selon les chiffres du chef du service régional de l'élevage de Ziguinchor, par ailleurs, les techniciens de l'élevage révèlent que le blocus de la frontière gambienne n'a pas eu de grand impact sur le niveau d'approvisionnement de la région de Ziguinchor en moutons pour cette tabaski. Nous retrouvons à Ziguinchor Lamine Ba. Les risques d'une pénurie de moutons tant redoutés il y a cela quelques semaines sont à ce stade écartés. Le chef du service régional de l'élevage de Ziguinchor, le docteur Évariste Bassène, parle d'une quasi-satisfaction des besoins exprimés par la région. Nous avons besoin de 23 000 moutons. À la date du 28 juillet 2020, nous avons un niveau d'approvisionnement de 99%. Cela veut dire qu'il nous reste seulement un seul camion pour pouvoir compléter justement ce besoin de 23 000 moutons, qui est quand même un besoin important. Je rappelle que l'année passée, avec ce qu'on avait l'année passée, aujourd'hui nous avons un dépassement par rapport à l'année passée quand même qui est assez important. C'est un dépassement de 1098 moutons. Voilà donc la situation de la région de Ziguinchor. Contrairement à l'information distillée faisant état d'une incidence du blocus de la transgambienne sur le prix du mouton et le rythme d'approvisionnement de la région, le technicien a tenu à rétablir la vérité. Évariste Bassène d'informer qu'il n'en est rien du tout. Nous n'avons pas ressenti le blocus de frontières sur l'approvisionnement.
il n'y a pas eu de difficulté pour l'approvisionnement en moutons au niveau de la région de Ziguinchor. L'essentiel des camions nous provient par Tambacounda. Depuis donc la finition de la RN6, nous recevons essentiellement les animaux que nous recevons. C'est des animaux qui nous proviennent particulièrement au niveau de la RN6. Donc, comme vous le voyez au niveau du graphique, ici, vous voyez que vraiment l'essentiel des animaux nous proviennent de Tambacounda, un tout petit peu de Kaffrine et accessoirement Matam. Donc, vraiment, la transgambienne est très peu utilisée dans le cadre de cette opération. Cette année, à l'inverse d'un souci de rupture d'approvisionnement de la région en moutons, les autorités de la région réfléchiraient plutôt à un plan d'accompagnement des éleveurs en cas d'une importante mévente. Nous souffletons. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Sans transition, évoquons le Hajj 2020 qui a démarré aujourd'hui à la Mecque. Le pèlerinage de cette année est uniquement réservé aux Saoudiens et aux étrangers résidant en Arabie Saoudite. Les voyagistes privés qui avaient enregistré des inscriptions ont été obligés de rembourser aux candidats donc au pèlerinage les sommes reçues. Ils sollicitent un appui de la part de l'État. Écoutons Oureytiam Prera, la porte-parole du Rénofus, au micro de Nafissatou Silla. Ce jour est un jour particulier pour nous parce qu'aujourd'hui, en principe, si nos activités n'étaient pas impactées, on aurait dû être en Arabie Saoudite, commençant le Hajj. C'est très, très, très compliqué pour les 286 organisations que nous sommes. Très triste de constater qu'on le vit de loin. Émotionnellement, c'est très dur, mais également socialement et économiquement parce que les structures qui avaient l'habitude d'organiser sont fortement impactées. Et pour la plupart, surtout celles qui ne sont pas agréées par le ministère du Tourisme et qui sont agréées par le ministère des Affaires étrangères, sont non seulement fortement impactées, toutes leurs activités sont à l'arrêt, mais elles ne sont ni accompagnées par le plan de relance, ni prises en charge dans le cadre de ce plan de relance mis en place par le chef de l'État et qui, on sait, avait insisté pour que tous les secteurs touchés soient pris en compte. Mais malheureusement, le ministère des Affaires étrangères nous a demandé de nous rapprocher du ministère du Tourisme. Et le ministère du Tourisme ne nous prend pas en charge parce que l'agrément dont nous disposons est celui du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'agences qui sont là désemparées et qui sont en train, pour beaucoup, de fermer, de baisser rideau parce que tout simplement, n'ayant pas eu d'activité durant toute l'année, mais également n'ayant pas eu de soutien par rapport aux tensions de trésorerie qui ont été constatées parce qu'on sait tous que la tradition dans le secteur du pèlerinage, c'est de préfinancer les opérations. Donc, beaucoup d'opérations ont été préfinancées bien avant la suspension des opérations et ces préfinancements-là ne sont pas encore remboursés. Et aujourd'hui, beaucoup de structures font face à des tensions de trésorerie énormes. RFM, fréquente modulation 94.0. La radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Souleymane Niang. 200 morts aujourd'hui, 200 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19 et le cap des 10 000 cas bientôt franchi. Ce sont là quelques-uns des chiffres qui ont été publiés dans le cadre du point du jour de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Pour le reste, je vous propose d'entendre le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1963 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 128 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Popenguine 3, Thiès 3, Guédiawaye 2, Pikine 2, Touba 2, Rufisque 2, Ziguinchor 2, Diamniadio 2, Diourbel 1, Diourbel 1, Fatick 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Mbour 1, Mermoz 1, Ndofane 1, Ouakam 1, Richard Toll 1 et Vélingara 1. 64 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mardi 28 juillet 2020. L'état des autres patients est stable.
À ce jour, 9 961 cas ont été déclarés positifs, dont 6 655 guéris, 200 décédés et donc 3 105 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un bon rétablissement aux patients encore dans nos services. Arrêtons-nous maintenant sur le taux de létalité du Covid-19 au Sénégal. Autrement dit, le rapport entre le nombre de morts et le nombre de cas au total, ou alors sur les cas graves. Une analyse d'Awambaye. 2 décès, ce sont les chiffres du jour rapportés par le directeur de la prévention au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce qui porte à 200 le nombre total de morts liés à la COVID-19. Aujourd'hui donc, le taux de létalité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de décès et le nombre total de cas confirmés de COVID-19 a atteint 2%. Entre le samedi 27 juin et le mercredi 29 juillet, le Sénégal donc a enregistré 98 décès liés au coronavirus. Donc le nombre passe de 102 à 200 victimes ce matin. Il y a un mois donc, ce taux de létalité était fixé à 1,5%. Une lecture simple nous permet de dire que la maladie à coronavirus progresse dans notre pays, qui est presque à 10 000 cas confirmés. Ce qui nous pousse à poser 2 questions. Le traitement à l'hydroxychloroquine est-il toujours efficace ? Le Sénégal arrive-t-il toujours à gérer avec efficacité la progression de la maladie ? Pour rappel, le taux de létalité en Afrique dépasse 2%. Et puis pour refermer cette page nationale et par la même occasion clore ce chapitre sur le Covid-19, allons à Sédhiou où on craint un retour probable des cas suite à la gestion des 2 cas de décès liés au coronavirus. Le comité régional de gestion des épidémies de Sédhiou se prononce pour apporter des précisions sur cet état de fait à travers un communiqué pour dire que le protocole a bel et bien été respecté. Le CRGE précise avoir effectué 24 prélèvements sur ses contacts, chose effectuée plus de 3 jours après ces 2 décès. Cependant, la famille de la défunte à Bunkiling réfute les propos du communiqué sur le respect du protocole sanitaire et fustige. Max Euclide Kamfani. C'est hier soir que le comité régional de gestion des épidémies de Sédhiou a sorti un communiqué pour apporter des éclairages sur la gestion des 2 cas de décès notés le week-end dernier dans la région. Dans ce communiqué signé le président du CRGE de Sédhiou, il est noté que les toilettages mortuaires et les enterrements ont été effectués sur la direction de la brigade régionale d'hygiène, la 43e compagnie des sapeurs-pompiers de Sédhiou et les éléments de la Croix-Rouge. Une info réfutée par la famille de la défunte de Bunkiling, Nafissatou Cissé, fille de la défunte, persiste et signe. Je ne retire pas mes propos. Seulement, elle a été lavée par ses siens, enterrée par ses siens. Il n'y a rien qui a été respecté. Il y avait une foule d'au minimum 500 hommes à l'enterrement de ma maman. Le même communiqué fait état de prélèvement de 24 personnes contacts, chose que Nafissatou affirme, mais regrette la manière et le procédé. Le prélèvement a eu lieu hier, entre 19h20, après la sortie médiatique dont voulu pour faire le prélèvement. Ils ont trouvé exactement 17 personnes à la maison. L'équipe même a dit que c'était un nombre un peu élevé si on ne pouvait pas diminuer l'effectif. J'avais demandé un prélèvement pour m'auto-confiner avant. Et c'est le médecin chef qui m'a dit non, il n'y a pas de problème, que je pouvais rejoindre la foule. Il n'a qu'à me démentir. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne de plus en plus du terrain sur le retour des cas à Sédhiou après un mois d'accalmie suite à ces 2 décès. Des indiscrétions nous ont révélé leur crainte d'une explosion des cas dans ces 2 départements de la région et des équipes médicales se sont préparées avant-hier à la réception de probables patients du coronavirus. Une réunion de crise même s'est tenue à ce propos, affaire que nous suivons de près. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane. Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé était hier chez l'imam Diko, figure de proue de la contestation. Selon un communiqué de la primature, il a demandé à l'imam de s'impliquer pour que les acteurs du M5 RFP acceptent la main tendue du chef de l'État en rejoignant le gouvernement d'union nationale, en privilégiant le dialogue comme solution incontournable de sortie de crise. Avant cette visite, les membres du
nouveau gouvernement restreint se sont réunis à la primature. Selon RFI, Boubou Cissé a fixé l'objectif de son équipe et a tendu la main à l'opposition, Amadou Sabarba. La valeur ajoutée de cette exécution restreinte est de pouvoir négocier dans des meilleurs délais la sortie de crise. Une déclaration du Premier ministre malien selon Radio France Internationale. Boubou Cissé veut faire sauter les digues politiques et voir dans le gouvernement, à côté de la majorité, l'opposition réunie au sein du mouvement du 5 juin. Pour y parvenir, le Premier ministre lui tend la main. Ils ont attendu et même fortement désiré dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être incessamment mise en place, a-t-il souligné. Le Premier ministre s'est ensuite rendu chez Imam Dicko, le nouvel homme fort du Mali. Selon un message transmis par l'agence française de presse par le directeur de la cellule de communication, le chef du gouvernement lui a demandé de s'impliquer pour les acteurs du M5 RFP, acceptant la main tendue du chef de l'État en rejoignant le gouvernement d'union nationale, en privilégiant le dialogue comme solution introuvable de sortie de crise. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, a reporté pour des raisons stratégiques ce mercredi une conférence de presse qu'il devait tenir hier mardi. Présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, tous à l'écoute d'Alassane Dramane Ouattara. Le président ivoirien doit décider s'il est candidat. Le RHDP s'est réuni ce mercredi en sa présence sur la question, bien sûr, le choix du nouveau candidat après la mort de Amadou Gon Coulibaly. Oumou Kalsoumli. Depuis le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly début juillet, le RHDP n'a pas chômé dans sa volonté de pousser son chef Alassane Ouattara à se représenter. Il y a une semaine, à la demande du directeur exécutif du parti Adama Bictogo, les élus se sont retrouvés à Abidjan, chacun faisant sa profession de foi pour un maintien du président sortant à la tête du pays. Le week-end suivant, le ministre de la Défense et Premier ministre par intérim, Ahmed Bakayoko, qui a également appelé le chef de l'État à entrer dans la course avant qu'une cérémonie des femmes du RHDP conduite par la ministre de l'Éducation nationale Kanya Kamara ne fasse de même au Palais de la Culture de Treichville. Ce mercredi après-midi, c'est un conseil politique réunissant tous les étiquetés RHDP de même ampleur que celui qui a désigné feu Amadou Gon Coulibaly, candidat en mars dernier, qui doit déterminer son nouveau ou sa nouvelle challenger. Une réunion cruciale dirigée par le président lui-même, assure à l'AFP le porte-parole Mamadou Touré. Le RHDP dans une situation exceptionnelle. Selon nos informations, les représentants du parti pourraient demander d'une seule voix à leur meneur d'accepter de présenter sa candidature à l'élection présidentielle si les ténors de la formation politique invoquent l'intérêt supérieur de la nation pour justifier leur choix. Il s'agit surtout de sauver le navire RHDP en zone de turbulence depuis la disparition de Gon Coulibaly. En Ouganda, Yoweri Museveni va briguer en 6e mandat en 2021. Il a été désigné candidat à la prochaine présidentielle par le parti au pouvoir, le mouvement de la résistance nationale. La constitution avait été modifiée courant 2019 afin de lui permettre de se présenter à nouveau. Yoweri Museveni est âgé de 75 ans. Il est au pouvoir depuis plus de 34 ans. Centrafrique, pour finir, le Conseil de sécurité renouvelle l'embargo sur les armes. La décision a été votée à l'unanimité, un embargo renouvelé pour 1 an mais allégé. Un compromis a été trouvé avec l'autorisation de l'importation de calibre 14,5 ainsi que de véhicules blindés armés. C'est la 3e fois consécutive que l'embargo sur les armes en Centrafrique est assoupli. Il a été instauré dans le pays en décembre 2013 après l'éclatement d'une crise militaro-politique. Au Maroc, pour terminer, près de 200 accidents de la circulation ont été enregistrés au cours des journées du 26 et 27 juillet suite à la décision du gouvernement de confiner 8 villes du royaume chérifien. Ces accidents ont fait 15 morts selon le ministère de l'Équipement et du Transport. Merci Georges Détidiop. RFM Sport. La synthèse des actualités sportives, Sodetiam. D'abord, la Ligue des Champions. Le Final 8 de la Ligue des Champions organisé à Lisbonne du 12 au 23 août prochain aura un impact économique de 50,4 millions d'euros pour le pays hôte, selon une étude réalisée par l'Institut portugais d'administration et de marketing. Malgré le test positif de Mariano Diaz au coronavirus dans les rangs du Real Madrid confirmé hier par le club, l'UEFA assure ne pas être inquiet concernant la tenue du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le club
club madrilène le 7 août prochain. L'entraîneur de l'Atalanta Bergame, Gianpiero Gasperini, n'est pas encore résigné mais presque. Interrogé sur l'état de forme de Josip Ilicic, de nouveau forfait hier contre Parme, le technicien a indiqué que l'attaquant slovène serait probablement contraint de déclarer forfait pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain prévu le 12 août prochain. En Italie, c'est la suite et la fin de la 37e journée aujourd'hui ce mercredi avec Lazio Rome qui fera face à Brescia, Sampdoria Gênes, AC Milan, Sassuolo Genoa, Hellas Verona Spal, Udinese Lecce, Cagliari Juventus de Turin, Torino AS Rome, Fiorentina Bologne. Côté transfert en Angleterre, convoité à Dubaï où il fait deux offres d'Al Ahly et d'Al Nasr, le milieu offensif espagnol David Silva qui va quitter Manchester City pourrait rebondir à la Lazio. En Espagne, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema estime qu'il traverse actuellement l'un des meilleurs moments de sa carrière. L'année dernière, j'étais bien, mais cette année, je suis monté encore plus haut, confie l'attaquant madrilène. En France, un décret va autoriser à partir du 15 août les préfets à accorder des dérogations pour que les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 accueillent plus de 5000 spectateurs. Si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. À Nantes, alors que 3 membres du club avaient déjà été testés positifs au coronavirus jeudi dernier, le FC Nantes compterait dans ses rangs au moins 5 nouvelles personnes du groupe professionnel testées positives ces dernières heures, selon un quotidien français. Un chiffre que le club n'a pas encore confirmé. Et nous terminons avec du basketball. Devant les ravages du coronavirus aux États-Unis, les acteurs de la NBA envisagent de devoir jouer la saison prochaine dans un même lieu à huis clos, à l'image de la solution retenue pour boucler l'exercice 2019-2020. Selon la directrice générale du syndicat des joueurs, un tel système rassemblant les équipes dans un même lieu, coupé du monde comme aujourd'hui à Orlando, pourrait bien être nécessaire pour pouvoir jouer l'exercice 2020-2021, car la pandémie de Covid-19 continue de faire plus de 1000 morts chaque jour aux États-Unis, le pays le plus touché de la planète. Merci Soda Cham. Accueillons maintenant Youssouf Bodian pour Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. Le Sénégal a atteint ce mercredi la barre symbolique des 200 décès liés au coronavirus, avec près de 10 000 cas enregistrés depuis mars, précisément 9 961. Les cas de coronavirus flambent également en Afrique du Sud, le pays le plus infecté sur le continent avec plus de 450 000 cas confirmés et plus de 7 000 décès. C'est donc plus de la moitié des cas recensés sur le continent qui compte désormais plus de 860 000 cas confirmés, plus de 18 000 morts, mais notez que plus de la moitié de ces patients sont guéris, c'est-à-dire plus de 500 000. Dans le monde, les États-Unis sont toujours devant avec plus de 4 034 000 cas et plus de 149 000 morts depuis le début de la pandémie. Le pays de Trump a enregistré hier mardi le plus lourd bilan journalier des décès liés à la COVID-19 depuis plus de 2 mois, 1592 morts en un seul jour et plus de 60 000 nouveaux cas en une journée. La situation ne s'arrange pas également au Brésil qui a recensé 921 décès supplémentaires et 40 816 nouveaux cas en 24 heures. Le bilan de l'épidémie approche donc dans ce pays les 2 500 000 cas d'infection pour 88 539 décès. L'Espagne a de son côté vu le nombre de nouveaux cas quotidiens plus que triplé depuis 2 semaines pour dépasser les 1800. Après la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne a déconseillé à ses ressortissants d'y voyager. Et la Grèce a annoncé de son côté qu'elle rendait à nouveau le masque obligatoire dans la quasi-totalité des lieux clos. La Chine, berceau du coronavirus, a recensé 101 nouveaux cas confirmés de coronavirus en 24 heures. C'est un record quotidien depuis 3 mois et demi. Le coronavirus qui n'empêche pas la tenue du pèlerinage à la Mecque, qui a débuté aujourd'hui dans un format extrêmement restreint et sous haute surveillance en raison de la pandémie. Seuls 1000 à 10 000 fidèles musulmans contre 2 500 000 l'année dernière participent au Hajj en Arabie Saoudite. Soumis à des tests de dépistage et placés en quarantaine à leur arrivée à la Mecque, les pèlerins sélectionnés devront encore observer une quarantaine après le pèlerinage. Les pèlerins ne seront pas autorisés à toucher la Kaaba afin de limiter les risques d'infection. Les autorités disent avoir déployé cliniques mobiles et ambulances sur le terrain pour faire face à toute éventualité.
Certainement, les Sénégalais et autres étrangers pourront peut-être retrouver la Mecque l'année prochaine. Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna, en partenariat avec les instituts nationaux de santé, a déclenché une réponse immunitaire robuste et empêché la réplication du virus dans les poumons et les nez des singes selon des résultats publiés hier. C'est l'un des 2 vaccins occidentaux avec celui de l'Université d'Oxford à avoir commencé des essais à grande échelle sur des milliers de participants humains, dits de phase 3. De leur côté, les laboratoires français Sanofi et britanniques GSK ont annoncé ce mercredi avoir conclu un accord avec le gouvernement britannique pour fournir 60 millions de doses de leur vaccin contre la Covid-19 sous réserve de la signature d'un contrat définitif. Les 2 groupes qui assurent que leur vaccin pourrait être autorisé dès le premier semestre de 2021. Ils précisent dans un communiqué que des discussions actives sont en cours pour garantir l'accès mondial à leurs produits. RFM reportage. Des moutons en grand nombre, mais les clients qui se font rares et pourtant les prix des moutons en nette baisse. C'est le tableau du foirail de Ngundian Seokhai à 2 jours de la Tabaski et c'est notre reportage Tabaski du jour réalisé par Cheranta Diop. À 2 jours de la fête de l'Aïd el-Kabir, Seokhai Ngundian, le marché au bétail est bien approvisionné en moutons, mais ici, les vendeurs ne trouvent toujours pas acheteurs. Les clients se font rares. Regardez ces bons moutons, les prix varient entre 80, 85 et 90 000 francs. Les prix des moutons sont en baisse, se réjouit Malik Sissé, venu acheter un bélier avec ses amis. Oui, ce mouton, je l'ai acheté à 100 000 francs. C'est un bon mouton. Ce sont des moutons qu'il vend à Dakar à 140 000 ou bien à 150 000. Mais ici, à 100 000 francs, tu peux l'avoir. Ici, il y a beaucoup de moutons, mais il y a peu de clients. Des cas de vol sont à déplorer côté vendeurs de moutons mauritaniens et sénégalais, nous dit Djibiba, responsable du foirail de Seokhai. Si le foirail est inondé de voleurs, ils nous volent nos moutons pour ensuite les revendre. Nous sommes vraiment confrontés à d'énormes difficultés. Aujourd'hui, le constat est que tous les foirails de Seokhai en passant par Toubatoul, champ des courses Thiès, sont bien approvisionnés. Et cela commence à avoir un impact sur les prix. Et il est par exemple possible d'avoir un bon mouton à moins de 100 000 francs. 120 non. 90. RFM Thiès, Cheranta Diop. RFM, la presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La revue de presse signée Georges Détié Diop. Le coronavirus et les conséquences de la levée des restrictions. Vox Populi fait état d'une augmentation de 30% du nombre de cas. Il y a de quoi s'inquiéter donc, car selon le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste, on peut même aller jusqu'à 70% du nombre de nouveaux cas après la Tabaski. Mais le spécialiste rassure que cela pourrait accélérer la dynamique d'évolution de la maladie et peut-être même nous amener à une fin heureuse de la maladie. En attendant, Libération nous apprend que la SU, la Sûreté urbaine, a intercepté l'agresseur du professeur Moussa Seydi en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Selon mon confrère, l'agresseur a été cueilli hier à face après identification avant d'être interrogé sous le régime de la garde à vue. La santé et la problématique de la prise en charge des autres pathologies en période de pandémie. Le Soleil nous apprend que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé une reprise des activités de tous les programmes de la santé. Lors d'une réunion de coordination hier entre le ministère de la Santé et des partenaires techniques et financiers, Diouf Sarr a déclaré qu'il ne faut pas que la riposte contre la Covid-19 nous fasse perdre de vue que les autres pathologies existent et doivent être surveillées. La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, elle, s'entretient avec Source A qui titre « Vérité amère ». Entre autres propos tenus par Annette Seck-Ndiaye, la PNA doit être en mesure de commander le produit en urgence, quel qu'il soit, sans avoir à attendre un appel d'offres ou demander une autorisation spéciale. Il est temps que notre pays ait une industrie
pharmaceutiques locales pour faire face à l'avenir aux pénuries de médicaments. Un coup d'œil dans le journal Le Quotidien. Il est question des perturbations du système judiciaire. Mon confrère constate que l'année judiciaire en cours a été mouvementée avec les grèves du syndicat des travailleurs de la justice et les restrictions imposées par la Covid-19. Du coup, plusieurs personnalités judiciaires la jugent perdue après toutes les péripéties, surtout que les vacances judiciaires débutent dans 72 heures. Ce qui fait penser aux yeux du journal Le Quotidien à une année blanche. En tous les cas, au sujet du bras de fer Sud-Just ministère de la Justice, Le Témoin fait savoir que juristes et étudiants en doctorat réclament un concours d'urgence pour remplacer les greffiers grévistes. Mais le journal se pose surtout la question de savoir si le professeur Ismaïla Madior Fall a miné le terrain pour son successeur. Et pour cause, Le Témoin relève qu'il aurait sciemment signé des accords dont il savait parfaitement que le gouvernement ne pourrait pas tenir. Babacar Touré immortalisé, c'est le titre qui barre la une de l'As. Et pour cause, le chef de l'État a décidé de donner le nom de la maison de la presse au défunt président fondateur du groupe Sud Communication. Macky Sall l'a dit hier à Ngaparo où il était pour présenter ses condoléances. Selon l'As, le chef de l'État a rendu un hommage posthume à Babacar Touré. Sud Quotidien renchérit qu'il a salué la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur. Selon Sud, Macky Sall évoquant ses relations avec le défunt, c'est aussi rappelé un pionnier de l'entreprise de presse qui a accepté de travailler avec lui pour le développement du pays. Macky Sall va-t-il travailler à nouveau avec Moustapha Cissé Lo? En tous les cas, pour l'Observateur, une réhabilitation de Cissé Lo est un précédent dangereux pour l'Alliance pour la République. C'est ce qui ressort de l'analyse d'Observateur qui décrypte le probable retour au bercail d'El Pistolero. Yakham Mbaye lui avertit que chacun prenne ses responsabilités, lui ayant déjà pris les siennes. Yakham Mbaye a enclenché une procédure judiciaire contre El Pistolero. L'Observateur informe que dans le cadre de l'enquête, toutes les personnes citées sont entendues par la brigade de recherche du plateau, à l'exception de Moustapha Cissé Lo. À la une du journal L'Observateur, toujours immigration clandestine, un Sénégalais battu à mort au Maroc. Son nom, David Koulibaly. Cet ancien footballeur en 4e division italienne était devenu un passeur de migrants. L'Obs rapporte qu'il est kidnappé et battu à mort dans la forêt d'Oujda par des Ivoiriens qu'il a escroqués. Le journal raconte l'histoire de son compère, Cherna Sibi, ancien joueur au Snep de Thiès et de Yego, qui a échappé au pire. Il est recherché et menacé par des Sénégalais qu'il avait délaissés dans la forêt de Bouznika. Ce dossier à lire dans Enquête, un dossier sur l'homosexualité, la prostitution, l'adultère, les familles entre autres, les images de la déviance. Le journal note que les images polémiques inondent les téléfilms. Ainsi, le sociologue Cheikh Mbaye déclare que l'effet de la banalisation est déjà enclenché. Pour Céliba, elle aussi sociologue, la société va vers la dégénérescence sur les plans moral, intellectuel et spirituel. Homosexualité, prostitution, famille, entre autres. Téléfilm sur le gris, c'est aux pages 4 et 5 de Enquête. Sport, pour terminer, à lire dans Record, un entretien avec Khadim Ndiaye, gardien de but des Lions. Ce qu'il reproche à Aliou Cissé, Edouard, Alfred, Abdoulaye et lui. Interview à lire à la page 4 du journal Record. Khadim Ndiaye qui confie à mon confrère qu'aujourd'hui, il est apte à rejouer et qu'il a un contrat à vie avec Oroya. Le journal Stade, lui, met en exergue les meilleurs artificiers sénégalais d'Europe. Papis Demba Cissé, Sadio Mané, Dembaba, Habib Diallo et Mbaye Niang qui pèsent 75 buts. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. Avant d'en arriver à notre rubrique Point de vue, une note nécrologique. Nous avons appris ce matin 2 décès, celui d'El Hadj Amidou Diallo, président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, qui a mené un très long combat pour l'accès des insuffisants rénaux à des services de qualité, des dialyses notamment. Nous avons également appris le décès de Bala Sidibé de l'orchestra Aragon, l'une des voix les plus typiques, les plus connues de la musique sénégalaise. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Bien sûr, Orchestra Baobab et non Aragon. Bala Sidibé, qui était donc le lead vocal de cet orchestre sénégalais connu partout dans le monde. Venons-en maintenant à Point de vue à 12h41. Nous parlons de l'injection par l'État du Sénégal d'importantes sommes d'argent à destination d'entreprises, mais également de travailleurs ou d'anciens travailleurs dans des secteurs particulièrement touchés par l'impact de l'épidémie de Covid-19. Et pour en parler, nous sommes en direct et au téléphone avec M. Boubacar Sonko, président de la commission fiscalité de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Bonjour M. Sonko. Bonjour M. Nia, comment allez-vous? Très bien, et vous-même, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec M. Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Bonjour et merci à vous également d'avoir accepté de participer à ce point de vue. Bonjour M. Nia, merci beaucoup. Très bien. Alors, ces derniers jours, l'État du Sénégal a annoncé un certain nombre d'actions, notamment un certain nombre de paiements à destination d'entreprises ou de secteurs particulièrement touchés par l'impact de l'épidémie de Covid-19. Hier, les écoles supérieures privées ont reçu un chèque d'1 milliard et nous avons également appris que les anciens travailleurs de la compagnie, de la défunte compagnie africaine Air Afrique, ont reçu également une certaine somme d'argent. D'abord, les travailleurs. Monsieur Lamine Fall, comment accueillez-vous les paiements qui ont été effectués et dans quelle mesure les travailleurs bénéficient-ils justement de ces paiements effectués par l'État du Sénégal? Merci beaucoup. Je pense que, comme vous l'avez dit, effectivement, dans la mesure par rapport aux anciens travailleurs d'Air Afrique, je pense que c'est une mesure vraiment humanitaire et qui vient en son heure. Parce qu'effectivement, ces travailleurs sont restés longtemps réclamant leurs droits. Je pense que tous les ministres, en tout cas de chargés du transport aérien qui sont passés, ont eu à faire des efforts, c'est vrai. Et jusqu'à présent, ce contentieux existait. Aujourd'hui, si l'État a fait un effort à ce niveau, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et surtout pendant cette période de la Covid, c'est vrai, mais surtout par rapport à la préparation de la Tabaski. Maintenant, pour les autres aspects, je pense que vous l'avez dit, le gouvernement a mis en place le fonds Force Covid qui de 1 milliard. Et les entreprises sont effectivement bien soutenues de ce point de vue par rapport déjà à la dette intérieure. Je pense que si la dette intérieure a été plus ou moins épongée, en tout cas, je pense qu'à hauteur de plus de 50% ou même de 60%. Mais Boubacar Sonko nous le dira tout à l'heure, mais du point de vue des travailleurs, est-ce que le ruissellement attendu s'est réalisé? Est-ce que les travailleurs reçoivent leur part des paiements effectués au titre du remboursement de la dette intérieure, justement? Non, je pense que pour l'essentiel, en tout cas, la majorité des entreprises ont répondu présent par rapport à l'ordonnance 01 du 8 avril 2020 de M. le Président de la République, qui ont, pour la plupart, à part certains secteurs, ont répondu présent et ont fait, effectivement, par rapport au chômage technique, ont payé les 70% des salaires. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains secteurs où, effectivement, il y a eu des licenciements, malheureusement. Et je vais en citer un secteur extrêmement important dans la mairie, les grands moulins de Dakar, où l'employeur, pendant cette période, ignorant donc les dispositions de cet arrêté, de cette ordonnance, a voulu licencier 8 délégués du personnel, ce que l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar a refusé. Mais aujourd'hui, il a licencié 5 travailleurs pour les mêmes motifs, arguant effectivement que les gens voulaient faire une rébellion, ce qui en fait n'a pas été prouvé. Et d'ailleurs, le refus de l'inspecteur confirme cela.
Soit dit en passant, l'ordonnance dit qu'on ne peut pas licencier pour raison économique pendant cette période, mais pour les cas de fautes lourdes ou de fautes graves acceptées par l'inspection du travail, le licenciement est possible. Mais l'inspecteur a refusé le licenciement. Et pour les mêmes motifs des délégués du personnel que l'inspecteur a refusé, il continue à licencier 5 travailleurs qui sont aujourd'hui dehors. Très bien. Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais Boubacar Sonko, est-ce que les entreprises s'en sortent mieux que ce qu'on craignait avec non seulement le paiement d'une partie de la dette intérieure? Vous nous direz d'ailleurs quelle part de cette dette intérieure a été payée, puisqu'il y a quelques semaines, on en était à peu près 50%. Comment les entreprises sénégalaises s'en sortent-elles pour l'instant de cette crise économique consécutive à la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19? Je crois que c'est maintenant que les entreprises commencent vraiment à ressentir la crise. Ah oui. Pendant un certain temps, elles ont peut-être pu tenir avec leurs réserves au niveau des banques. Elles ont pu s'acquitter de certaines de leurs obligations. Mais aujourd'hui, les réserves arrivent. Donc, certes, on salue les efforts que l'État fait. L'État cherche à faire des efforts, mais vous avez entendu les responsables des instituts d'école, des responsables d'écoles privées, qui vous disent que pour le nombre d'écoles, je pense que c'est 1400 écoles privées. Si vous prenez 1 milliard, vous divisez, le montant n'est pas très important. Est-ce qu'il faut le prendre ainsi? Je pense qu'il faut également essayer de voir la dette par rapport à ces instituts, notamment la dette précédente qui existait auparavant, sur laquelle il y avait des discussions avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour les instituts supérieurs notamment. Et ma foi, on est en train de subir vraiment pleinement l'entreprise avec un grand E au Sénégal, tous les secteurs d'activité confondus, tous les secteurs d'activité confondus sont en train de subir pleinement la crise de la Covid. Mais justement, est-ce que les secteurs sont traités de manière équitable par l'État? Vous avez entendu l'autre jour le directeur du patrimoine bâti de l'État, de la société, enfin de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, qui s'enorgueillissait de l'apurement de la dette due aux propriétaires des maisons conventionnées, qui sont des rentiers, et de l'instruction qui a été donnée par le chef de l'État pour que ce qui est dû à ce jour soit apuré également avant la Tabaski, alors que d'autres secteurs tels que l'hôtellerie, mais aussi les secteurs sociaux, l'hôpital, etc. Est-ce qu'il y a un traitement équitable d'après vous? Traitement équitable, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut raisonner ainsi? En tout cas, on constate qu'il y a des secteurs qui sont apparus aux yeux de l'État comme des secteurs prioritaires. On a vu que le tourisme a vraiment une part importante a été accordée au tourisme, mais quand on prend le tourisme, il faut le prendre au sens large, avec toutes les activités connexes. Vous avez les activités de transport, même les taxis qui circulent au niveau de l'aéroport sont concernés, les sociétés de location de véhicules, tout le monde est concerné, peu ou prou. Fondamentalement, c'est que cette crise est une crise mondiale, certes, mais vraiment, l'entreprise est affectée dans son ensemble. Très bien. Certains secteurs sont plus affectés que d'autres, mais tous les secteurs aujourd'hui sont concernés. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste malheureusement moins de 2 minutes, et je dois donner la parole également à Lamine Fall. Votre spécialité, c'est la fiscalité. On sait que vous avez une échéance de déclaration et de paiement au 31 juillet. J'espère que l'argent qui a été reçu de l'État ne sert pas à payer les impôts dus, notamment l'impôt sur le bénéfice. Comment les entreprises font-elles face à cette échéance? Est-ce que vous avez des retours sur le nombre d'entreprises, le pourcentage d'entreprises qui respectent l'échéance du 31 juillet? Du 31 juillet est une échéance de déclaration, simplement. C'est une échéance de déclaration en ligne des états financiers. Les impôts très bien. Autant pour moi alors.
la déclaration d'impôt sur les sociétés a déjà été faite depuis le 30 avril. Et le 30 avril, les entreprises concernées devaient verser le deuxième apport provisionnel. Et le 15 juin dernier, les entreprises devaient verser le solde. Donc, quelque part, les entreprises sont concernées, en tout cas, elles sont appelées à payer les impôts à date échue. Certaines autres entreprises qui avaient effectivement bénéficié d'un décalage de la déclaration et du paiement des impôts au 15 juillet est déjà terminé. Ces entreprises-là, ce sont les petites entreprises et les entreprises qui sont dans ce que l'État appelle les secteurs affectés. J'ai précisé tout à l'heure que l'ensemble des secteurs sont affectés. Ces entreprises ont également déjà acquitté les impôts. Donc, déclaration d'impôts, parce que la Direction générale des impôts a mis en place un système informatisé qui est une déclaration en ligne qui fait qu'on dépose les états financiers au 30 juillet, mais n'empêche qu'on a dû payer déjà des impôts. Donc, fondamentalement, la question, c'est de savoir est-ce que, comme vous le dites si bien, ces montants qui sont restitués par l'État, qui sont remboursés au titre de la TVA, qui sont remboursés au titre de la dette intérieure, est-ce qu'ils ne vont pas être réaffectés vers les paiements des impôts? On comprend que l'État a des besoins financiers aujourd'hui, des besoins qui sont extrêmement importants. Mais cette entreprise doit être préservée. Il faut penser à la relance de demain, à la relance post-Covid. Il faut aujourd'hui essayer d'épargner cette entreprise pour qu'elle constitue le contribuable qui sera là après le Covid, qu'elle puisse survivre à cette situation. Il ne faut pas qu'on fragilise davantage l'entreprise. Qu'elle donne ça à l'État et que demain, elle ne sera plus en mesure ni de payer les salaires. Là, je m'adresse à M. Fall et également payer toutes les taxes, les charges sociales, ni avec la possibilité de pouvoir payer des impôts, contribuer à l'économie nationale. Merci de me tendre la perche, justement, le dernier mot à Lamine Fall. Monsieur Boubacar Sonko vous a interpellé, mais je vous interpelle aussi parce que, justement, il annonce que c'est aujourd'hui que commencent les problèmes. Enfin, les problèmes. C'est maintenant que les entreprises commencent à ressentir les effets de la crise sanitaire. Est-ce que vous ne craignez pas le pire pour les prochains mois en ce qui concerne le paiement des salaires et des charges sociales, puisque je pense que vous représentez la CNTS à l'IPRES? Oui, merci beaucoup. Je pense que M. Sonko, effectivement, il a raison. Il vient de poser le débat, parce que c'est ce débat-là qu'il faille poser aujourd'hui au niveau de l'État et des entreprises et du patronat et des travailleurs. Parce qu'en fait, la loi d'habilitation est une loi qui devait durer 3 mois. Aujourd'hui, je pense que la Covid, on l'estimait, on pensait que dans les 3 mois, ça va se terminer. Mais il faut reconnaître que la crise devient encore plus, au niveau sanitaire, en tout cas, devient de plus importante. Et cela, effectivement, comme l'a dit M. Sonko, va impacter indéniablement sur donc la vie des entreprises. Et comme vous l'avez dit, effectivement, je pense que ce débat de la relance, l'État y réfléchit, c'est vrai, mais je pense que nous autres travailleurs aussi, on a ce devoir, avec les employeurs, de voir maintenant comment engager cette relance, parce que sinon, les problèmes devront tomber, en tout cas sur nos têtes, et certainement l'entreprise ayant reçu un coup, et c'est les travailleurs qui vont certainement recevoir, malheureusement, étant les plus faibles, ce coup, et fatalement, ce sera peut-être un chômage technique à 50% déjà, ça commence dans certains secteurs. Très bien, merci beaucoup, merci vraiment. On ne peut pas aller plus loin parce que nous sommes rattrapés par le temps. On vous retrouvera tous les deux dans l'édition en Wolof. Merci d'avoir pris part à ce point de vue. C'est la fin de ce journal. Dans un instant,